Déjà 6 ans que Patrice Talon est au pouvoir, 6 ans de gouvernance axée sur des réformes structurelles dans plusieurs domaines. Le plateau de l'hebdo des éditorialistes de ce jour, un plateau bien spécial, va s'intéresser donc aux réformes opérées sur le plan politique, revisiter la démocratie et l'état de droit au Bénin. Et si le temps le permet, nous allons axer aussi nos réflexions, nos commentaires, nos analyses sur les performances économiques, tous ces points vus par les hommes des médias, ceux-là qui animent les colonnes, la une des quotidiens aussi qui animent les écrans. Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre et de la partie. Bonjour Jacques. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. Avec vous, nous avons Landry Ouetton. Bonjour Landry. Bonjour Théodule, bonjour Jacques. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur E-Télé. Très bien. Landry Ouetton, journaliste, analyste politique et directeur de la chaîne de télévision web Filao TV. Et puis l'autre qui va certainement nous rejoindre d'ici là, Félicien Fayon, journaliste donc au quotidien Le Matinal. D'entrée de jeu, nous allons, Jacques Bocor, dites-nous sur 6 ans déjà que le président Patrice Talon est à la tête de ce pays avec beaucoup de réformes qui sont engagées. Comme je l'ai dit à l'entame, nous allons d'abord nous intéresser aux réformes politiques. Jacques Bocor, dites-nous, en tant qu'analyste politique, journaliste, observateur et tout, quelle remarque, quelle appréciation faites-vous sur le plan politique, les réformes engagées depuis 6 ans qu'il est au pouvoir? Merci Théodule. Je pense que comme tout Béninois, on était parti en 2016 sur la base des réformes et le chef de l'État l'a annoncé. Mais avant lui, il y a d'autres acteurs politiques qui ont mené la réflexion. C'est revenu dans des discours. Quand je prends par exemple le discours du président Adrien Ngouedi à son investiture en 2015, oui, il a parlé de réforme politique également parce que, bon, la classe politique, ou bien, disons, le landerneau politique était vraiment animé, oui, par des partis politiques, mais disons, une pléthore. Il y avait une pléthore de partis politiques avec tout ce qu'il y avait autour au Parlement. Vous avez des individus qui étaient élus avec leur parti politique, c'est-à-dire une personne qui va au Parlement avec son parti politique, soit en alliance. Donc, et tout le monde veut participer, disons, à la gestion du pouvoir d'État, d'où le chef de l'État qui venait ou qui était élu devrait contenter, disons, presque tout le monde. Et puis, il y avait également des pôles, des structures d'État qui étaient contrôlées effectivement par des clans, par des partis politiques. Oui, c'était l'environnement. Et il fallait revoir tout ça, d'où la réforme politique. Et aujourd'hui, cette réforme, bon, quoique douloureuse, a contribué, disons tant soit peu, à réduire, même si on dit que l'idée n'est pas forcément d'empêcher la création. Mais nous constatons tous qu'il y a moins de partis politiques, certes, aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'était l'objectif? Parce qu'il y a moins de partis politiques, mais en termes d'animation, en termes de participation aux différentes élections, est-ce que c'est à cela qu'on s'attendait? J'avoue que la réflexion est là, puisque aujourd'hui, depuis 2016, le constat qui est fait est que, certes, les partis politiques sont créés avec les nouveaux tests, mais est-ce que l'esprit, c'est que ce soit deux partis politiques qui se partagent le pays? Point d'interrogation. Voilà. Je vais m'en arrêter là d'abord. Très bien. Oui. Landry Ouetton, votre analyse en termes de réforme politique, quels sont les acquis qu'on a aujourd'hui, 6 ans après? Oui. Quels sont les acquis que nous avions eus aujourd'hui? Tout est là devant nous. Quand
comment dirais-je, quand Jacques, je ne voudrais pas utiliser le thème pour me faire étranger à lui, quand Jacques disait tout à l'heure, oui, ça a réduit considérablement les partis politiques, je voudrais déjà qu'on s'entende sur cette terminologie-là. Pour moi, ce n'était pas des partis politiques, c'était juste des regroupements avec des intérêts de part et d'autre. Mais il y a pour moi, des partis politiques des sérieux quand même, non. qui ont fait les quand on est sérieux, quand on regarde dans le landerneau politique, quand on rentre dans l'arène politique, on se rend à l'évidence que ce qui existait ne répondait pratiquement pas à ce que nous aurions souhaité, parce que c'était quand même plus de 300 partis politiques. Et j'emprunte le thème, puisque pour moi, c'était forcément pas des partis. On connaissait les partis politiques. Il y en avait. Il y en avait qui était un parti qui est représentatif sur tout le territoire, le PSD, la RB, c'était des partis. Quand on fait un peu le décryptage de cette arène-là, on se rendait déjà même à l'évidence qu'à cette époque-là, on n'avait pas trop de partis. Et donc il y avait nécessité d'apporter... Il y avait nécessité d'aller à la réforme du système partisan, et ce qui a été fait. Et je crois que nous qui sommes des objecteurs de conscience, qui sommes des analystes, nous devons pouvoir faire attention à ne pas, comment dirais-je, semer la zizanie au sein de la population, parce que je crois que ce qui a été fait n'était pas forcément ce qui devrait rester éternellement. On a dit, nous proposons, ceux qui ont mandat d'y aller sont allés, c'est-à-dire les députés. On a voté. Le chef de l'État a promulgué des lois. Nous les avons implémentées avec l'appui de la population, l'appui des électeurs et tout le système, le quota politique, nous l'avions expérimenté. Et certainement que ceux qui savent lire entre les lignes savent qu'il y a des failles. Mais toujours est-il qu'il fallait faire ce pas. Il fallait d'abord assainir. Et en assainissant, voir ce qui n'a réellement pas marché dans ce système de réforme du système partisan. Tout n'a pas marché, il faut qu'on le dise. Et je crois que par rapport à ce principe, ceux qui savent relire les textes sont certainement en train de le faire. Moi, je ne suis pas un élu du peuple, je ne suis qu'un journaliste, je ne suis qu'un analyste. Et donc, par rapport à ça, il faut d'abord dire, il faut déjà dire plutôt que c'est un pas, qu'il fallait le faire. Il fallait le faire pour assainir, parce que ce dans quoi nous vivions, c'était, excusez-moi le terme, c'était du bordel politique. Ce n'était réellement pas de la politique qu'on faisait dans le pays. On était, comme Jacques l'a dit, les gens contrôlaient un certain nombre de groupuscules d'hommes, et puis c'est ça qu'on monnayait pour se faire une place au soleil en allant à l'Assemblée, des gens qui réellement ne pouvaient pas se dire je suis représentatif parce que mon parti est représenté dans tout le pays. Donc voilà, c'était un pas. Et donc le code électoral aussi, on va peut-être y revenir, c'était aussi un aspect sur lequel il fallait travailler pour permettre à ce que les outils qui nous amènent à ces élections puissent être revisités, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc je crois que tout est en implémentation. Et il faut oser le dire. Je crois que le gouvernement ou l'appareillage politique ne nous dira pas que c'est figé, que c'est comme ça, que ce sera toujours comme ça. Je crois que c'est un peu ça. Et donc, les gens doivent pouvoir, nous devons pouvoir dire à la population et à ceux qui nous suivent, parce que nous sommes des journalistes, que ce qui est fait n'est pas forcément le supra réel, et qu'il faut maintenant voir les failles de ce qui a été fait, et que par rapport à ça, et que l'on puisse dire, oui, par rapport à ça, ça a marché, et par rapport à ceci, ça n'a pas marché, parce que, écoutez, le gouvernement qui est là ne va pas inventer la roue. Tout existe. Les principes de gouvernance des États existent, et donc, par rapport à ça, chacun doit pouvoir savoir. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'en arriver là. Parce que ceux qui étaient dans les partis politiques en griffe, ce n'étaient pas forcément des gens qui connaissaient la chose. Aujourd'hui, nous avions plus de gens qui sont, pas des érudits, mais des gens qui sont avertis de la chose politique, si bien qu'aujourd'hui, écoutez, Félicien Fagnon, à qui je dis bonjour, ne viendra pas avec son parti politique, moi, me berner sur un certain nombre de principes, parce que je connais des choses. Je sais comment est-ce qu'on peut diriger un parti, quels sont les outils qu'il faut aujourd'hui pour diriger un parti, alors qu'hier, excusez-moi, il y avait une masse d'analphabètes au sein de ce parti. Merci, nous n'avons pas qualifié nos acteurs politiques d'analphabètes. Non, je dis ceux qui étaient
dirigeaient dans ces partis n'étaient pas forcément des gens qui étaient portés sur les principes des partis politiques. Donc on les conduisait comme des moutons de Panurge. Merci à vous, Landry Rouetoé. Comme je vous l'annonçais, Félicien Fayon nous a rejoint. Félicien, bonjour. Bonjour Théodule. Merci d'être là. Félicien Fayon, vous êtes journaliste donc, au quotidien Le Matinal. Nous en sommes donc aux acquis avec le président Patrice Talon en 6 ans de gouvernance, surtout sur le plan politique, les réformes politiques. Comment les avez-vous perçues? Est-ce que, selon vous, les réformes politiques engagées par le président Patrice Talon nous ont permis d'avancer, je dirais tout simplement, sur le plan politique par rapport à ce qu'on faisait et surtout par rapport aux autres pays, de ce que la politique devait être dans les grandes nations, parce que nous rêvons d'en être. Je vous remercie pour cette invitation, pour ce sujet très pertinent pour notre pays et surtout pour l'actualité. Pour ma part, je pense que les réformes opérées ont permis de connaître un certain avancement sur le plan politique, bien sûr, le plan du militantisme. Parce qu'aujourd'hui, la manière avec laquelle les gens militent est carrément différente de comment est-ce que cela se faisait. Le militant aujourd'hui n'est plus ce qu'il a été hier, et il n'est plus celui qu'on peut facilement duper encore aujourd'hui parce qu'il est éclairé. Parce qu'en réalité, les réformes ont fait de telle en sorte que chacun participe d'une manière ou d'une autre à l'animation de la vie politique. Et surtout, au sein des partis politiques, il y a une certaine démocratie. Par le passé, on avait des chefs de partis politiques forts. C'est eux qui créaient leur parti sur un coup de tête. C'est eux qui finançaient le fonctionnement du parti politique. C'est eux qui voulaient être députés. C'est pour ça que le parti est créé. C'est eux seuls qui faisaient les jeux d'alliance, les négociations, les pactes et tout ce qu'il fallait pour soit aller au gouvernement ou bien obtenir des avantages. En fait, c'était ça. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi que les partis n'appartiennent plus à des individus aujourd'hui. Sinon que ceux qui tentent de le faire encore aujourd'hui savent qu'ils ne contrôlent plus rien dans la sphère politique parce que ça ne leur rapporte plus rien. Ceux qui tentent aujourd'hui de se dire c'est mon parti, je l'ai créé, je le finance, ils n'avancent pas. Et donc il y a une certaine démocratisation. Et ça, c'est dû aux réformes politiques opérées. Deuxième avancement, c'est aujourd'hui l'adhésion et la participation de la jeunesse. Parce que les jeux sont faits de telle enseigne qu'aujourd'hui, les jeunes participent activement à l'animation de la vie politique. Ils ne sont plus ceux qui sont utilisés seulement pour marcher, pour organiser des conférences de presse, ils ne sont plus comme des boucliers, comme ils le faisaient avant. Ils ne sont plus ceux qu'on appelait pour les mettre dans une antichambre et dire, bon, prenez 300 000, allez insulter tel acteur politique pour lui dire qu'on va lui faire ça, pour lui dire que rendez-vous tant ou bien, pour lui dire qu'on n'attaque pas le président. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus aujourd'hui, comment on appelle, ces jeunes-là qui répondent aux attaques du président de la République. Troisième aspect, ce sont les femmes. Les femmes, par le passé, vous savez ce qu'elles a fait, le rôle qu'elles jouaient dans les partis politiques, notamment les foulards, les marches, les meetings, tout ce qu'on savait. Mais aujourd'hui, les jeux qui se font aujourd'hui, les réformes ont permis aujourd'hui à ouvrir les yeux aux femmes. Vous avez suivi récemment l'organisation de la Journée internationale de la femme. Et tout ce qui a été fait au niveau des partis politiques. Si vous suivez les discours, vous allez entendre que les femmes ont ouvert les yeux. Même si quelqu'un est derrière, il leur dit, mais au moins quelqu'un arrive à leur dire, défendez vos propres intérêts. Ce n'est plus une affaire d'aller défendre UP, aller défendre BR, aller défendre Moël, mais dites à vos partis, au restant de vos partis, que vous aussi vous voulez le pouvoir et que vous avez le droit de participer à la gestion du pouvoir. Et les femmes ont été jusqu'à dire que même les 24 sièges qu'on leur donne désormais à l'Assemblée nationale sont insuffisants. Elles ne l'ont même pas encore obtenu concrètement, mais elles disent que c'est insuffisant. Mais c'est une belle forme de militantisme. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique, ce n'est plus ce que c'était avant. Dernière chose peut-être, c'est que la politique n'aveugle plus les gens. C'est-à-dire qu'on ne s'accroche plus à ça au point de ne plus rien faire. Même les femmes et les jeunes qui font de la politique savent qu'ils doivent mener des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins.
Ce n'est plus les 2000, ce n'est plus les 5000, ce n'est plus les 1000 francs des meetings que les gens espèrent chaque week-end. Non, tous ceux qui militent aujourd'hui savent que si je vais à une réunion politique, ce n'est plus pour prendre de l'argent. C'est pour aller défendre une cause et je sais qu'au bout du fil, j'aurai forcément gain de cause. C'est ça aujourd'hui en fait. Et donc, quand vous voyez ça, et ce que les réformes ont permis de faire également, c'est de mettre de côté. Ce n'est pas écrit, hein, mais c'est un vieux de la classe politique qui aujourd'hui ne se sentent même plus concernés par les candidatures aux élections législatives. Moi, j'ai été surpris. Je suis sûr que beaucoup l'ont été de voir que aux récentes élections, aux dernières élections présidentielles, certains n'ont pas candidaté. Parce que, bon, ils ont préféré, on leur a dit, les jeunes n'ont qu'à se mettre en avant. Et les jeunes sont là aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un avancement salutaire. Très bien. Quoi qu'il y a des choses toujours à faire parce qu'il n'y a pas cette œuvre humaine qui soit parfaite sur cette terre. Très bien. Jacques Bocquant, vous avez suivi Landry Breton et Félicien Fayon. Votre réaction par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout ce tableau présenté est ce que nous avons acquis et ça permettrait au Bénin d'avancer véritablement sur le plan politique aujourd'hui? Très bien. Je pense que à ma première prise de parole, je n'étais pas allé au fond du sujet. Je n'ai fait que poser une seule question. Oui, nous avons fait le diagnostic en son temps où les acteurs politiques avaient fait le diagnostic. Et j'ai dit, mais est-ce que ce qui a été fait, c'est de cette façon qu'il faut le faire ou qu'il fallait le faire? Est-ce que tout le monde s'y retrouve aujourd'hui? Est-ce que ce que nous avons reproché à ce qui était, est-ce que nous avons pu faire un pas en avant? Donc, j'ai jeté la question, la réflexion comme ça. Je n'ai pas encore opiné, je ne suis pas encore allé au fond. Maintenant, c'est à cette prise de parole que je pourrais maintenant faire le constat selon ce que je vois. Hein. D'abord, quand j'entends que les jeunes sont plus... Enfin, les jeunes sont au devant, je suis d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a que les jeunes sont aux affaires, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous convenez avec moi, allez questionner Modeste Kérékou, pour ne pas le nommer, à quel âge il a été au Parlement. Allez questionner la ministre Ouinsavi. Je peux continuer. Hein. Donc, il y a plein... Elle a été députée. Elle a été ministre. Modeste Kérékou a été député. Nommé ministre, ça c'est... Enfin, pour moi, c'est rien. Hein. C'est-à-dire que j'ai dit que je pouvais continuer. El Farouk Soumano. Allez demander à quel âge il a été... enfin, pour ne pas dire au biberon. Donc, écoutez, c'est pour vous dire que ce n'est pas nouveau. Je suis d'accord que peut-être en termes de statistiques, il y a plus de jeunes. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est que ce n'est pas nouveau. Maintenant, la question des intérêts. Nous avons reproché, et je l'ai dit à l'entame, qu'effectivement, les gens étaient élus en solo. C'était des singletons qui allaient au Parlement et qui devaient avoir droit également au partage du gâteau. Ce qui n'est pas forcément bien. Et tout ça, ça paralysait effectivement, disons, l'appareil d'État, tout ça là, parce que à cause de ça, vous savez qu'une personne pouvait bloquer le vote d'une loi. Il fallait d'abord l'approcher, négocier âprement. Il fallait corriger ça, effectivement. Mais est-ce que, quand on dit que tout tournait autour des intérêts, est-ce que ça a cessé aujourd'hui? Non, je dirais. Parce que, sur quelle base, par exemple, le PRD est allé au gouvernement? Est-ce que vous avez parlé de clubs électoraux, vous avez parlé de partis politiques non représentatifs? Aujourd'hui, on peut dire, malgré les réformes, si on doit se baser sur les 10% que le PRD n'est pas représentatif, ou bien, mais est-ce que le PRD participe à l'animation de la vie politique? Sur quelle base, sur quelle négociation on a pu faire entrer? Je ne dis pas qu'il ne faut pas nommer, qu'il ne faut pas participer à la gestion du pays, quels que soient les bords normalement.
lorsque le profil, lorsqu'il y a les compétences, normalement, on ne doit même pas se baser sur des considérations politiques. Mais quand on dit que oui, tout était intérêt et qu'il fallait réformer ça, mais ça veut dire qu'on n'a pas avancé sur ce point-là. Parce que moi, je vous ai fait une démonstration maintenant. Je prends Moël Bénin. Moël Bénin, aujourd'hui, n'est pas représentatif. Mais le parti participe ou pas? Des individus participent, disons, au partage du gâteau. Quand vous prenez les nominations au niveau des préfectures, Moël Bénin participe ou pas? Les nominations au niveau des directions générales, Moël Bénin participe ou pas? Quand vous prenez l'UDBN, avant que ça n'aille se fondre, s'éclater dans le BR, l'UDBN n'était pas représentatif. Et pourtant, donc tous ces partis politiques... Est-ce que vous ne politiques... classez pas tout ça dans, c'est-à-dire tout ce que vous venez de citer, dans les réformes, dans les acquis, ce que nous avons instauré pour faire avancer le pays autrement? Là, ça devient... C'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Des considérations individuelles. C'est pas un acquis parce que quand je prends les sections des individus qui ont été aux affaires au niveau de ces formations politiques dont je viens d'évoquer les noms ici. Puisqu'avant, on a dit, bon, écoutez, pour ne pas dire, le réseau Atao, c'était, oui, le président du parti qui allait au Parlement, il fallait aussi le contenter, et nous avons dit non, ou bien qu'il faut réformer, il faut les grands ensembles. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, le réseau Atao n'existe plus. Mais nous avons, parallèlement, Moël Bénin, par exemple, nous avons l'UDBN. On me dira que peut-être Moël Bénin a des ancrages. Mais je vous dis que si nous partons sur la base des tests que nous-mêmes nous sommes donnés, c'est-à-dire la base du système partisan actuel et puis des 10% et autres, Moël Bénin ne devait pas exister, l'UDBN ne devait pas exister, normalement. Donc, et pourtant, ces militants ou bien ces dirigeants gèrent le pays. Donc, moi, je dis, oui, on a évolué peut-être sur un pan. C'est-à-dire, oui, tel que c'était, et il fallait contenter peut-être 200 partis politiques à la fois. Aujourd'hui, on a pu les regrouper. Ça, c'est peut-être un pas en avant. Mais je vous dis, dans le fond, parce que on me dira, oui, qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, oui, et que les autres partis politiques n'ont pas voulu participer aux élections. Mais s'il faut faire tout ça, pour que ce soit deux formations politiques seulement qui animent la vie politique, moi je dis, comme mes prédécesseurs l'ont dit, peut-être il faut travailler à ce que tout le monde se retrouve dans ces réformes-là. Pour chuter. Oui, en 30 secondes. Oui. Je garde encore en image, ou dans ma tête, cette image de Bruno Amosso, de Lazare Sekweto. Voilà encore, Lazare Sekweto a été, je pense, député ou ministre à quel âge? Allez demander. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, les jeunes également participaient à l'animation de la vie publique avant. Donc, pour chuter, comme je le disais, j'ai encore cette image de Bruno Amosso, Lazare Sekweto, Idi Kola Olé et autres qui ont marché sur l'ORTB. Aujourd'hui, ce n'est plus possible pour l'opposition de marcher, d'aller exiger l'accès équitable aux médias. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un problème à ce niveau. Donc, là, moi, je pense que c'est des choses, même si nous avons... L'autre aspect, l'état de droit et tout. Oui, même ça fait partie de la politique, parce que ceux dont je viens d'évoquer les noms étaient des acteurs politiques, qui ont marché sur l'ORTB pour dire, nous, opposition, nous voulons aussi avoir accès aux médias. Donc, le sujet que j'ai évoqué est transversal, mais je suis parti sur la base de la politique, des acteurs politiques qui avaient marché dans le temps. Mais du fond du cœur, moi, je ne suis pas dans des considérations politiques sur le plateau. Je veux vraiment être objectif. Okay. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que nous ayons encore cette image? Est-ce que l'opposition ou les voix dissonantes ont encore cette
cette facilité à avoir accès aux médias alors que nous l'avons exigé en temps. Très Même bien, si merci vous trouvez à que vous. c'est un autre sujet, même si vous trouvez que c'est un autre débat. Non, je mais suis c'est pour toujours- la perfection, je suis pour qu'on corrige, mais reconnaissons qu'il y a encore des choses à revoir, voilà. Très bien. Oui, Landry Breton, votre réaction par rapport à tout ceci. Alors, c'est vrai, ce sont des réalités. Nous avons connu des réformes sur le plan politique, sur l'état des droits, démocratie, qui n'ont pas été faciles, mais quand même, est-ce que les lignes ont quand même bougé aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se dire oui, avoir un sentiment de satisfaction en attendant d'évoluer, parce que tout reste à corriger? Satisfaction, je crois que c'est peut-être trop tôt d'évoquer ce thème-là. Mais toujours est-il que les lignes ont bougé. Il faut le reconnaître, les lignes ont bougé, et ce n'est pas Jacques qui me dira le contraire. Je dis souvent, je ne suis pas d'accord pour ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Et c'est dans cette pluralité d'opinions que jaillit la lumière. Et donc, par rapport à ce que Jacques disait tout à l'heure, oui, d'autres époques, d'autres mœurs, comme on le dit. La politique hier n'est pas la politique aujourd'hui. Et oui, hier on a vu les gens marcher, on a vu des tableaux, on était tous dans le pays, on a vu. Tout à l'heure, je crois que j'ai suivi le duel tout à l'heure, ici sur ce même plateau, et c'est même l'exemple palpable de ce que, lorsque vous avez envie de dire les choses et que vous avez la manière de le dire, nous ne sommes plus au temps de Mathusalem où il faudra jeter à la figure du dirigeant ce que l'on veut. Non, c'est pas la peau du roi Péto. Je suis pas là pour défendre une chapelle. Mais toujours est-il que le principe de l'État, le chef de l'État est une institution. Et c'est ce qu'on dit aux gens. On peut lui dire des choses. C'est pas quelqu'un qui est réfractaire, que je sache. Parce que sur d'autres plateaux, en d'autres circonstances, nous avions critiqué des actions du gouvernement. Et on l'a proprement critiqué. On n'a jamais été inquiété d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas pour dire que ce que Jacques dit est mauvais. Mais je dis, tout ce qu'il a relevé, la jeunesse hier était aux affaires, oui, mais lui-même, d'une façon ou d'une autre, dans son développement, il y a eu, je ne vous parlerai pas de contradiction, il a parlé des statistiques. Oui, c'est vrai, on ne peut pas ne pas faire la politique sans la jeunesse, d'une façon, dans tous les États. Mais à quel degré d'implication on retrouve cette jeunesse-là? Je crois que, donc tout ce qu'il a dit, j'ai utilisé un mot tout à l'heure, et je vais le redire, on a implémenté le système de réforme du système partisan. Implémenté. Pour les jeunes qui nous suivent, ils doivent comprendre ce que ça veut dire. On va mettre ça en pratique pour voir quelles sont les failles de ces réformes-là. Et tout ce que Jacques a dit tout à l'heure, je reverse tout ça là dans les critiques et les approches correctionnelles de ce principe de gouvernance. Et donc c'est ça en fait l'objet. On n'a jamais dit que ce qui est fait, c'est le supra-réel. Non. Aucun système n'est éternel, quelle que soit la gouvernance. Donc, on évolue. Même la Constitution a été révisée. Ou pas. Oui. Et donc, par rapport à ça, je crois que les lignes ont bougé. Il ne faut pas, nous ne sommes pas... Moi, je ne me fais pas anarcho-gauchiste. Je ne suis pas là pour balayer du revers de la main. Tout ce qui est fait, dit, c'est mauvais. Non, je ne suis pas dans ce principe. Quand ce n'est pas bon, il y a des choses que nous avions dit, ça n'a pas collé. Et le gouvernement a repris. Je me souviens encore de beaucoup de choses. Sur ce plateau, peut-être de l'autre côté de Saint-Michel, où on était sur le plateau. Mais on a dit, quand il s'agit, par exemple, des réformes dans le système éducatif, il y a eu des principes érigés. Nous avions dit sur ce même plateau que ce n'était pas bon. Le gouvernement a rebroussé chemin. Et donc, par rapport à ces principes, je crois qu'il faudra dire tout n'est pas mauvais. D'accord. Mais tout n'est pas parfait. Il y a déjà des acquis. J'espère que je me fais comprendre. Il y a déjà des acquis et on ne peut plus régresser. Même si on ramenait le système en griffe Yahi aujourd'hui, ce système ne refera plus jamais ce qu'il a fait hier. Très bien. Félicien Rayon, oui, par rapport à l'état de droit, par rapport à la démocratie, l'état de droit, quel bilan peut-on faire aujourd'hui, 6 ans après? Je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, rappeler à Jacques quand même que nous n'avons pas dit qu'il y a plus de jeunes ou bien qu'il n'y a que des jeunes qui sont mis seulement au devant aujourd'hui, mais comme Landry l'a dit, on a parlé du degré d'implication.
Parce que si par le passé, les jeunes étaient utilisés comme des chiens d'attaque, des boucliers, et quelqu'un restait à la présidence pour dire venez prendre 2 millions, allez faire conférence de presse pour répliquer à telle personne, aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est les jeunes eux-mêmes, ils réfléchissent, ils participent, ils sont au laboratoire, et ils réfléchissent et ils agissent eux-mêmes. C'est bien différent. Et donc, que Kérékou Modeste soit député à un bas âge ou bien au jeune âge, et que des gens aient été au gouvernement à un âge très chaud là, ce n'est pas ça en fait le problème. Ce n'est pas de ça que nous parlons, mais nous parlons du degré d'implication des jeunes dans l'action politique aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont décideurs, sinon qu'ils font partie des décideurs. Vous avez donné des exemples de gens qui ont été nommés, qui soient représentatifs. Écoutez, nous sommes dans un régime présidentiel où le chef du gouvernement est libre de prendre qui il veut dans son gouvernement. Il n'y a aucun principe qui dit que c'est seulement les partis représentatifs qui doivent aller au gouvernement. Ce n'est jamais dit nulle part. Mais seulement, on a dit que ceux qui se battent pour conquérir le pouvoir, ils gèrent le pouvoir. Ils peuvent gérer le pouvoir avec leurs partenaires politiques. Libre à eux. Pourquoi on n'a pas mis les démocrates au gouvernement? Parce qu'ils ne sont pas partenaires de ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi on n'a pas mis FCDB dans le gouvernement? Parce qu'ils ne sont pas partenaires au gouvernement qui sont en place. Donc, ceux qui sont là peuvent avoir des partenaires politiques. Je pense que ça, ce n'est pas encore exclu. Les jeux politiques ne sont pas exclus. Enfin, ça continue. Mais est-ce que vous avez vu le PRD au Parlement? Là où il faut prendre des décisions, là où il faut voter des lois. Est-ce que vous les avez vus dans les conseils communaux? Ils ne sont pas là. C'est là où ils doivent se battre eux-mêmes pour y aller. Mais au gouvernement, le chef est libre de prendre qui il veut. Cela dit, par rapport au principe de démocratie, du droit, nous avons déjà dit tout à l'heure qu'il y a eu quand même une certaine démocratisation du jeu politique, qu'au sein des partis politiques aujourd'hui, il y a la démocratie, nous l'avons dit. Si déjà à ce niveau ça existe, c'est qu'en réalité, ailleurs, il n'y a pas de problème. Jacques a évoqué l'accès de l'opposition aux médias, c'est la démocratie. Mais j'ai bien envie de lui demander, mais ce qu'il veut, est-ce que c'est que l'opposition marche ou que l'opposition ait accès aux médias du service public? Les deux. Parce que si c'est l'accès, moi je vois régulièrement des opposants aller sur des plateaux de l'ORTB pour aller faire des débats. J'en ai vu il n'y a même pas encore un mois. J'en ai encore vu, j'ai vu FCBE, j'ai vu démocrates sur les plateaux de l'ORTB. Donc, est-ce que c'est marcher que vous voulez ou bien c'est aller parler? Parce que si les gens ont déjà accès, pourquoi ils vont marcher? Je ne sais pas. S'ils ont déjà accès à la scène du service public, doivent-ils marcher encore pour revendiquer quoi encore? Cet accès-là qu'ils ont déjà, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lorsqu'on voit un pays en ébullition, c'est-à-dire où il y a marche par-ci, par-là, qu'on parle de démocratie. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est plutôt lorsqu'on a des organes, d'accord, qui permettent un certain équilibre. Nous avons Amnesty International qui travaille bien dans notre pays. Ils n'ont jamais été exclus. Ils ont accès aux informations, ils ont la liberté d'expression. On a quand même, c'est ce régime qui a acté la création de la CBDA. C'est la Commission béninoise des droits de l'homme. Et il y a seulement quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, cette commission est admise à la catégorie A, a été classée à la catégorie A des normes internationales. Ce qui veut dire que quoi? La commission a la liberté de faire son travail comme cela se doit. Si nous étions dans un pays où il n'y avait pas la démocratie, où les droits de l'homme ne sont pas respectés comme cela se doit, est-ce qu'on aurait une commission financée par le budget national et qui travaille pour atteindre cet objectif? Et il a lu le récent rapport de cette commission, un rapport très critique. Mais les gens n'ont pas été inquiétés. Ils sont encore là, ils sont en place aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que les indicateurs, c'est beaucoup plus l'existence des organes, l'existence de la liberté d'expression. Je pense que les gens sont libres de parler aujourd'hui. Les gens parlent, il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, je parle, je ne suis pas inquiété. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un qu'on a jeté en prison pour diffamation parce qu'il a parlé. Enfin, je n'en ai pas encore vu ces temps-ci. Et donc, si, pour le reste, s'il y a des imperfections, on peut corriger. André a dit qu'on a révisé la Constitution. Il y a 2 ans, lorsqu'on était bloqué dans le processus d'élection des maires, mais l'Assemblée est retournée au Parlement, s'asseoir, revoir la loi. C'est ça en fait toute réforme, tout projet. Vous mettez en œuvre. Si ça ne va pas, vous corrigez au fur et à mesure. Ça, ce n'est pas encore interdit. Ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un défaut. Très bien. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent interagir, bien sûr, participer ou poser des questions à tout ce qui se dit ici en envoyant leurs différents messages au numéro qui est d'ailleurs affiché à l'écran. Nous remercions tous ceux qui nous écoutent, qui participent, qui envoient des messages, même en dehors du Bénin, qui nous suivent sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Jacques Bokor, oui. État de droit et démocratie au Bénin.
Ça dit que vous, selon vous, il y a des choses à corriger ou vous y mettez encore quelques insuffisances? Non, je pense que, bon, contrairement au soutien, aux déclarations des soutiens du pouvoir, sinon du chef de l'État, le chef de l'État lui-même, quand vous l'écoutez à travers ses discours, quand vous prenez beaucoup de recul, vous comprendrez que lui-même, il reconnaît que ce n'est pas encore ça. Il reconnaît qu'il y a des choses à revoir. Mais quand moi j'écoute des soutiens, je n'ai pas l'impression qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des choses à revoir, et je l'ai dit à l'entame. Et moi, je ne suis pas là pour, disons, vouer aux hégémonies la gouvernance talon ou tout ce qui a été fait jusque-là. Qui suis-je? Jacques Bokor. Je ne suis jamais allé, disons, dans l'appareil d'État. Mais de ma position d'observateur, je pense que j'ai quand même encore ce droit de porter un regard critique sur ce que je vois et ce que j'entends. Et l'intérêt que moi j'ai, ou peut-être ce que Félicien ne prend pas en compte, c'est qu'il parle aussi à un professionnel des médias et qui, comme lui, a accès à certaines informations et vit certaines réalités sur ne serait-ce que sur les lieux de reportage. Oui, quelqu'un ne reste plus au palais de la présidence pour dire oui, prenez de l'argent, allez attaquer tel. Mais bon, je vous concède vos propos, mais vous n'allez pas m'amener à dire certaines choses. Non, je ne dirai pas. Donc, alors, on a dit que par rapport à la gouvernance, par rapport au partage du gâteau, à la gestion du pouvoir d'État, qu'on est libre de composer avec ses partenaires, tout ça là. Je suis d'accord. Ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Comme on peut même composer avec l'opposition. Le chef de l'État est en droit de négocier. S'il négocie et que ça aboutit, s'il négocie bien et qu'il arrive à piocher au sein des démocrates, c'est à son actif. Ça participe disons, de la démocratie, de la gestion du pouvoir. Lui-même a dit que c'est ensemble que nous arriverons à construire ce pays. Donc, nul ne sera de trop. Donc, ce n'est pas parce que, bon, on est démocrate et qu'on est systématiquement rayé de la liste ou bien qu'on n'est pas partenaire politique et autres. Mais ce que moi, je souligne et je voudrais qu'on me suive bien. J'ai dit que nous sommes partis sur la base d'un diagnostic. Nous avons dit que des partis politiques, pour ne pas dire des clubs électoraux, pour emprunter l'expression que Landry a utilisée sur le plateau ici. Nous sommes partis sur ce diagnostic-là que ces clubs électoraux n'apportent pas grand-chose à la gestion du pays ou à la gouvernance, mais veulent capter ou veulent en bénéficier en retour. Ce n'est pas ça ce que nous avons dit, que ce soit au Parlement ou dans les structures d'État. J'ai fait l'état des lieux. Et c'est ce lien que j'ai fait avec les formations politiques actuelles comme Mouel Bénin, comme UDBN et autres, qu'ils soient partenaires ou non. Si je pars de ce que Félicien dit, oui, c'est des partenaires politiques. Mais si c'est des partenaires politiques, à partir du moment où la réforme n'a pas interdit la création de partis politiques, ça veut dire que si je me lève aujourd'hui, je vais en créer. Si d'autres se lèvent demain, ils vont en créer. Et on peut encore aller à 300. Bien sûr. Très bien. Très bien. Si on va à 300 partis politiques et que 250 soutiennent les actions du chef de l'État, le chef de l'État est obligé de composer, de contenter les 250. Non. Ah mais vous avez dit que le chef de l'État est libre
de composer Il avec est les... libre, mais vous n'avez pas oublié qu'il a rappelé en 2019 à tous ses soutiens de se retrouver dans des regroupements politiques. Justement, mais Ça vous veut dire quoi? Vous m'avez Les partis dit sont maintenant... là, vous m'avez- ils sont là, mais il leur a dit, si vous voulez me soutenir, Oui. mettez-vous dans des grands ensembles. Justement, Et c'est les même- grands ensembles là dont je parle. Non. Donc, les grands ensembles, Oui. on peut en arriver à 300. Vous m'avez dit oui. Oui, le chef de l'État est libre de composer avec ses partisans. Donc ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire avec les 250. Je crois. Mais je crois Mais que non, ce débat, mais on a fermé oui, le point oui. de ce débat. Non, on n'a pas fermé. On est Non, déjà mais sur il a l'axe ouvert. de- il a- on est sur l'axe. Non, il a ouvert. Parce que dans sa prise de parole, il est revenu là-dessus. Dans sa prise de parole, il est revenu là-dessus. Et moi, je voudrais lui faire comprendre que, en fait, on n'a pas bougé par rapport à cet aspect qu'on veut corriger. Si tant est que... On a bougé. Comment on a bougé? Au Parlement aujourd'hui, vous ne Oui, pouvez pas il y avoir aura plus de 10 pas- partis politiques représentés au Parlement. Parce qu'on a dit qu'il faut avoir 10%. Est-ce que ces 250 partis politiques auront 10% au Parlement? Mais pourquoi vous Le jeu, c'est au Parlement. Non, c'est Vous pas au faites- Parlement. nous c'est- allons- c'est- si- nous avons- si- nous si avons vous le fait- faites- nous avons fait Le jeu, c'est au Parlement. Non, ce n'est pas seulement au Parlement. si. La gestion de l'appareil du un pouvoir instant, d'État oui. n'est pas seulement au Parlement. Ce n'est pas au Parlement. Et la réforme du système partisan, ce n'est pas parce que le Parlement est défaillant qu'on a voulu réformer dans la globalité. Très bien. Donc, Merci si à vous vous, comprenez sur Jacques le Bocor. Parlement seul, je suis désolé. Nous allons Donc, évoluer. par rapport oui. à ça, Oui, moi, je relève qu'il y a des choses encore à corriger parce que des partis politiques, pour moi, sont non représentatifs et pourtant continuent de grignoter, de bouffer, de manger. Donc, ce que nous avons refusé, Oui. maintenant, sur le plan de la démocratie, le chef de Ça l'État veut dire que vous est de l'état de droit. Non, ça, je tenais à rectifier ça. Je tenais à S'il vous rectifier plaît, ça parce que nous sommes c'est régis comme- par le non, c'est temps. comme si on Voilà. a battu en brèche Ouais. un argument de moi qui ne tient pas la route. Et c'est pourquoi ça tient la route. Et c'est pourquoi j'ai tenu à faire cet éclairage. Nous allons, s'il vous plaît. Quand l'UDBN a été nommé, Oui. quelques jours, bien que ce après, Oui. on n'a pas vu l'UDBN se fondre en... Merci à vous. Merci Ça veut- Jacques ça Bocor, veut dire que Jacques tu as Bocor, arrivé Félicien Fayon. Merci. Mais il me rejoint là. Il dit bien. qu'un partisan de l'UDBN a été nommé. Est-ce que quelques jours après, on Très n'a bien. pas constaté Nous la allons- fusion? nous allons Mais essayer- Ce n'est que ce que j'ai relevé. Ça veut dire qu'il apporte de l'eau à mon moulin. Donc, Merci à vous, vivement que quand un autre partisan. Non, mais attendez, vous êtes. Jacques, s'il vous Non, plaît, mais si vous le attendez, permettez, nous allons est-ce que vous pouvez évoluer. me laisser- Est-ce que vous pouvez me laisser chuter? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez me laisser chuter? Ça veut dire que vivement que Oui. quand un autre partisan de Moël Bénin sera nommé, qu'on constate la fusion également de Moël Bénin, quand un autre partisan du PRD sera nommé, qu'on constate également la souhait. fusion. Très Donc, bien. bon, moi, Là, si- vous n'avez pas encore chuté. si on peut déjà régler Oui. ces petits problèmes. Oui. Moi, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Et je l'ai dit à l'entame, nous avons tous fait le constat qu'il y avait un désordre, il y avait une pagaille. Le chef de l'État Merci lui-même beaucoup. l'a souligné. Merci. Mais Si vous le permettez, reconnaissons Monsieur qu'il y a des choses à corriger. L'autre chose, Monsieur Jacques Bocor, nous allons c'est qu'on ne se aborder le cache dernier pas- point, c'est s'il qu'on vous ne se plaît. cache pas derrière les S'il vous plaît. réformes, qu'on ne se cache pas derrière les réformes. Oui. Pour que la vie politique, franchement, moi j'ai l'impression que ça ne s'anime pas bien. Parce Très que, bien. honnêtement, ça ne Ça, s'anime c'est- pas bien. Ok. Quand je vois que c'est seulement deux partis politiques qui sont représentés au niveau du paysage politique, moi, c'est pas bien. L'autre aspect que Voilà. nous allons analyser tout à l'heure, ce sont les performances économiques qui, c'est après avec les nouvelles mesures, la cherté de la vie, avec les nouvelles mesures prises par le gouvernement, c'est, n'est-ce pas là, la preuve de la maîtrise du pouvoir d'État, de tout ce qui est économie en termes de gouvernance aujourd'hui, 6 ans après, parce que à chaque crise, il y a toujours un répondant qui allège quand même la tâche Landry Breton. Je voudrais bien que Jacques continue. Non, allez-y, allons-y. Je ne suis pas d'accord, je le dis, je ne suis pas d'accord. Bref, ce n'est pas là l'essentiel. Si Oui, on comptabilise vos prises de parole, c'est que ça n'atteint pas ma prise de parole. D'accord, allez-y, Landry. Parce que vous me voyez Non, en par rapport critique du au- pouvoir, et alors que vous êtes deux à peut-être soutenir. Jacques, vous nous faites. Là, on est en train de perdre le temps. Allez-y, Landry, s'il vous plaît. Allez-y, Landry. Par rapport aux prouesses économiques, je crois que tout le monde l'a vu. Je suis toujours dans la même dynamique
que tant qu'il y a à faire, on ne peut toujours pas faire. Ce qui est l'existant, on ne peut toujours pas faire. Et donc, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le gouvernement de la rupture est à l'épreuve du pouvoir d'État. Je le dis souvent parce que il y a eu tellement d'impondérables ou des paradigmes qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on n'avait pas quand ce gouvernement a commencé sa gouvernance. Aujourd'hui, sinon hier c'était la Covid, aujourd'hui c'est la guerre en Ukraine avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec ces dommages collatéraux sur le monde entier. Parce que, je veux vous le dire, ces deux pays, à eux seuls seulement, la Russie et l'Ukraine, contrôlent plutôt 40% de l'exportation agricole mondiale. Et donc, les gens peuvent comprendre quel est l'impact que cela peut avoir sur l'économie de tous les pays du monde entier. Maintenant, les prouesses économiques depuis 2006 sont là. Oui, on a dû créer des cadres pour pouvoir réformer au niveau macroéconomique. Et donc, c'est ce que nous pouvons retenir. Toujours est-il que moi, je voudrais bien qu'on attende peut-être la fin du mandat pour faire un... C'est vrai, la cherté de la vie et tout, les subventions des produits par le gouvernement est un acte salutaire, même si des chrysologues sont là pour en bénéficier, parce qu'on me demanderait de suivre l'exemple du côté de Madagascar, où on a dépêché près de 400 agents dans le pays à rester derrière les commerces pour voir. On ne peut pas le faire parce que ce n'est pas un bon exemple. On devrait pouvoir jouer sur la fibre patriotique de tous ces commerçants, parce que le gouvernement dit le ciment est à 75 000. Mais je vous dis qu'à Cotonou, ici, ou à Calavi, j'ai vu des ciments, le ciment a été vendu à 90 000 francs la tonne et continue d'être vendu à 90 000 francs la tonne, sans reçu, pour ne pas se faire épingler. Et donc, je crois qu'il ne faut pas, parce que, écoutez, ceux qui en souffrent, c'est vous et moi, c'est Jacques, c'est nous qui sommes les indigents qui en souffrons. Ce n'est pas ceux qui ont la possibilité de pouvoir s'acheter le ciment à n'importe quel prix. C'est nous qui en souffrons. Et donc, je crois que par rapport à ça, il faut que les gens sachent plutôt que le gouvernement ne peut pas rester derrière chaque commerçant, mais qu'on joue sur la fibre patriotique de chacun de ces gens-là. Et comprendre qu'à travers cette crise, le Bénin doit pouvoir s'autosuffire. J'ai suivi des débats tout à l'heure, le duel tout à l'heure, j'ai entendu des arguments. J'ai dit, oui, l'ONASA, on en parle de l'ONASA, des boutiques témoins. Je suis friand de ces boutiques témoins, mais la gouvernance a été mauvaise. Parce qu'on a vu la suite, ce que ces boutiques témoins ont détourné, on a entendu parler de ça. Les gens n'ont pas été rattrapés, d'autres sont partis. Aujourd'hui, pourquoi ne pas faire la promotion du riz chez nous? Pourquoi ne pas utiliser le projet Manioc sous le feu général Mathieu Kéroux, perd son âme? Le projet Manioc, qu'est-ce que c'est devenu? Du côté de Ouida, on voit des gens fabriquer le pain avec le manioc de chez nous. Est-ce qu'on est obligé d'importer le blé de l'Ukraine avant de faire le pain chez nous? Aujourd'hui, quand on va dans la région d'Agonlé, on a de l'huile, on est obligé de consommer l'huile importée avec tout ce qu'il y a comme cholestérol dedans. Pourquoi ne pas faire fabriquer l'huile ici? Je salue l'initiative de la zone franche de Glodjibé. Je crois que c'est un dossier peut-être sur lequel vous allez ouvrir des débats. Mais je crois que sur le plan économique, oui. On a aussi avancé, mais je crois qu'il faudra, sur cette histoire de revalorisation des salaires, excusez-moi, je ne suis pas preneur parce que je ne suis pas bénéficiaire, pas que je suis contre cette revalorisation, mais sur les 12 millions que nous faisons aujourd'hui, il y a 6 millions qui sont actifs, et sur ces 6 millions, il n'y a que le tiers qui bénéficie de ça. Et donc, quand on parle, moi je ne parle pas de gâteau, de partage de gâteau, mais je crois que ça, c'est un autre problème qu'on est en train de créer, parce que est-ce qu'on a les ressources aujourd'hui pour le faire sur la durée, ou bien on va le faire aujourd'hui et demain on risque d'avoir des problèmes économiques et ne pas pouvoir le faire. Au-delà de ça, le Bénin, le SMIC du Béninois n'est pas aussi mauvais dans la sous-région. Je vous invite à aller voir les chiffres sur la toile pour voir que le Bénin n'est pas aussi mal coté. 40 000 déjà aujourd'hui, 60 000 francs sur le papier à exécuter peut-être les années à venir. Je crois qu'on n'est pas aussi mauvais que ça. Les jours à venir, on va dire les jours à venir. Non, je dis ça comme ça, parce que quand on regarde le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali et tous ceux qui sont autour de nous. Merci. Félicien Fayon, sur le plan économique, les performances économiques ajoutées à la gestion de la crise aujourd'hui, la crise économique mondiale et que traverse le Bénin.
avec tous les problèmes aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. Je voudrais quand même clarifier que nous ne devons pas limiter ou bien regarder seulement les chiffres que les fonctionnaires avancent souvent pour peut-être croire que, bon, il y a seulement des performances économiques à ce niveau-là. Il y a un travail qui se fait à la base. Et ce travail a été fait et continue d'être fait déjà. Parce que pour que nous puissions être à l'aise aujourd'hui, ce n'est pas peut-être d'avoir un budget de 3 000 milliards ou bien de 4 000 milliards, mais c'est comment faire pour que le paysan, sinon le plus pauvre dans son village, puisse manger, puisse avoir le nécessaire qu'il faut pour être à l'aise. Si lui, il l'est, vous allez voir que les statistiques vont montrer que notre croissance est quand même stable et que tout va bien. C'est pour cela que quand on crie cherté de la vie aujourd'hui, le Bénin aurait pu être dans une situation plus critique, sinon davantage critique. Mais vous allez voir que c'est seulement dans les grandes villes, sinon c'est beaucoup plus dans les grandes villes que ça crie. Et que dans les villages reculés, même hier encore, j'étais dans un village où quand on parle de cherté de la vie, quand on parle de eux, ils n'en savent rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vivent de l'agriculture, ils vivent de ce qu'ils font. À leur niveau là, ils ne sont pas obligés d'aller acheter de l'huile importée, ils ne sont pas obligés d'acheter du riz importé. Et donc eux, ils ne savent rien de cela. Votre carburant qui est cher, le paysan qui a peut-être son vélo, qui a sa moto, enfin, lui, tout de suite, il n'en sait rien. Parce qu'il est au champ, il vit là, il mange. Mais nous autres, nous souffrons dans les villes parce que transporter les vivres de ces villages-là pour les villes, c'est ça qui est cher. Et puis, ce que nous produisons, quand on prend le riz et autres, l'huile et autres, ça ne nous suffit pas. Il faut aussi manger ce qui est importé. Or, ce qui est importé est déjà en difficulté. C'est pour cela que nous devons encourager le travail qui se fait au niveau, sur le plan agricole par le gouvernement aujourd'hui pour accroître la productivité de certains produits vivriers. Maintenant, n'allons pas oublier que, en dehors du fait que nous sommes restés jusqu'à l'année dernière le premier producteur de coton, mais nous sommes aussi, d'accord, le premier producteur de vivrier dans l'UEMOA. Il ne faut pas qu'on l'oublie aussi. Et donc, normalement, un pays comme ça qui est premier producteur de vivrier dans un espace sous-régional ne devait pas en souffrir. Mais parce qu'on en produit tellement, les gens viennent s'approvisionner chez nous et nous affament par la suite. Donc, c'est sûr que des réformes vont s'opérer à ce niveau-là. Sinon que sur le plan économique, je pense que les choses sont plus ou moins équilibrées. Sauf que ceux qui sont des fonctionnaires, ceux qui travaillent pour gagner de l'argent, peut-être n'en trouvent pas comme cela se doit. Mais ceux qui sont plus ou moins autonomes, je pense, eux, ils souffrent un peu moins. Parce qu'eux, ils travaillent. Si vous payez les impôts, vous êtes à jour, vous faites vos affaires, il n'y a aucun souci à votre niveau. Mais les fonctionnaires qui ont peut-être le pouvoir, qui en réalité achètent, c'est eux qui souffrent. C'est pour ça que, contrairement à Landry, j'appelle de tous mes voeux la réévaluation des salaires des fonctionnaires. Parce que si on ne le fait pas, alors peut-être que les gens continuent de payer le loyer. Heureusement que le gouvernement a déjà suspendu la mesure d'augmentation des frais d'électricité et d'eau. Je crois que c'est suspendu. La subvention vient jusqu'à la fin de l'année, donc on ne paye plus. Sinon, moi, je fais partie de ceux qui estimaient que ce n'est pas normal que ce soit acté depuis janvier, mais que le fonctionnaire, lui, n'ait pas connu d'augmentation sur son salaire depuis janvier, alors qu'il doit débourser plus. Mais heureusement qu'avec cette crise qui est arrivée, c'est suspendu, on ne paye plus rien. La taxe sur le ramassage des ordures également, c'est suspendu également jusqu'à une date ultérieure. Je pense qu'on ne peut plus dire qu'on a créé de nouvelles charges aux fonctionnaires et que pour cela, on attend impatiemment l'augmentation des salaires. Toutefois, il faut augmenter les salaires parce que nous voulons aussi grandir. Il faut qu'on change de dimension. Il faut que les fonctionnaires béninois, d'accord, changent également de rang social. C'est très important parce que au-delà de ce qu'ils font dans les bureaux, ils contribuent aussi au développement du pays. Oui, Jacques Bokor. Oui, comme vous, je note que les institutions, que sinon des institutions notent très bien le Bénin sur le plan économique. Nous avons vu plusieurs notes, disons, positives attribuées au Bénin. Des notes jamais entendues par le passé. On parle de B+, etc. Bon, seuls ceux qui notent... Vous en êtes fiers aussi, certainement. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on est même, n'oubliez pas, on est même devenu un temps pays de bonheur. Donc, qui ne veut pas connaître le bonheur? Pas moi en tout cas. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on soit pays de bonheur
que les salaires politiques, disons, triple, quadruple ou bien quintuple. Je suis également pour que... Le salaire politique ou le salaire, qu'on augmente le salaire des Béninois, du fonctionnaire béninois? Oui, avant d'augmenter les salaires des Béninois, on a d'abord amélioré considérablement les salaires politiques. Ça, c'est mettre dans de très bonnes conditions oui, de travail oui, et oui. éviter bien sûr, la corruption. je n'ai pas, Vous connaissez. non, je n'ai pas dit le contraire, mais ça n'a pas diminué. Alors, la nous corruption. avons moins de 2 minutes pour continuer. Donc, malheureusement. oui, qu'on augmente considérablement également les salaires des fonctionnaires, je suis pour, parce que ce que Landry n'a pas dit, quand on va augmenter par exemple le SMIC, le privé également va en pâtir. C'est vrai que vous êtes patron, vous êtes patron d'entreprise, vous aurez à payer plus vos employés. La convention collective au niveau de la presse aussi. Mais nous qui sommes encore employés, on le souhaite vivement parce que si on touche au SMIC, c'est que je serai impacté également et je vais vivre moins la cherté, je vais ressentir moins la cherté. Donc, oui, il y a des actions qui se mènent, il y a une fondation qui est en train d'être bâtie quand on suit un peu. Il y a des chantiers qui poussent, oui, malgré la récession économique, même au plan mondial, on fait l'effort d'aller sur le marché financier, de lever des fonds. On dit que non, nous avons une bonne signature, c'est bon. Mais ils l'ont souligné. Il faudrait que tout ça se ressentent dans les poches parce que nous y avons également contribué. Ces performances économiques, si elles sont vérifiées, nous y avons contribué et durement parce que nous payons plus de petites taxes, nous payons même les TVM et autres, là n'existaient pas. Le gouvernement s'est flairé, oui, s'est capté les ressources, mais en retour, il faut que le panier de la ménagère sente qu'à la tête du pays, c'est un opérateur économique qui paye bien ses employés, et qui sait chercher l'argent et qui sait les redistribuer à ses collaborateurs également. Donc, il faut que le peuple béninois souffle enfin parce que vraiment, on saigne, y compris moi-même qui vous parle. Voilà. Très bien. Merci à vous, chers collègues. Merci pour ces moments de débat de télévision que nous avons passé à analyser quelques secteurs des 6 ans de pouvoir du président Patrice Talon. Merci à vous, Landry Breton, journaliste, analyste politique, directeur de Filao Web TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Félicien Fayon, journaliste donc au quotidien Le Matinal. Merci d'avoir participé donc à ce débat comme toujours d'ailleurs. Jacques Bocor, rédacteur en chef au quotidien Matin Libre. Merci à vous. Merci.